Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la gestion des comptes à privilèges avec CyberArk et Inimation Protect. Première question, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez faire un petit réponse dans le chat en bas à droite de votre écran. Voilà. Est-ce que le son, ça marche? Ouais, ok, super, c'est confirmé, donc le son, ça marche. C'est top. Euh, Je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le replay à l'issue de l'événement. Les micros sont coupés pour le moment, mais vous pouvez poser les questions via l'onglet questions en bas de l'écran également ou chat. Euh, à la fin de l'échange, nous répondrons à vos questions. Donc moi, je suis Paul Bass, Head of Sales chez Inimation pour l'offre Protec. Et je suis ravi d'accueillir avec moi aujourd'hui Olivier Pogam, CEO de Inimation, et Antoine Bonnefoy, expert CyberArk depuis plusieurs années. Antoine, peux-tu te présenter rapidement? Oui, bonjour Paul, bonjour à tous. Donc Antoine Bonnefoy, Faber Guardian, et donc j'accompagne les organisations dans la mise en place et l'optimisation des solutions dans la gestion des identités et des comptes à privilèges. Donc, je travaille principalement pour la société Oxia, donc fournisseur de services MSP pour CyberArk et SAP. Et est d'ailleurs en train de créer une offre de service CyberArk à de services justement basée sur le privilège cloud de CyberArk. Donc j'interviens également auprès d'un des clients les plus importants de CyberArk au niveau mondial qui gère plus de 5 volts et plus d'1 million de comptes. Merci Antoine. Entrons donc dans le vif du sujet, les défis du PAM. De ton expérience, Antoine, quels sont les principaux défis auxquels les grandes organisations font face en matière de gestion des comptes à privilèges? Alors effectivement, on identifie plusieurs défis, majeurs, la complexité des environnements en multi-volts en premier. Mhm. Donc dans les grandes organisations, la multiplication des volts CyberArk crée un véritable défi de visibilité. Les équipes de sécurité ont besoin d'une recherche de compte unifiée et d'une centralisation de la visualisation des droits. Mhm. D'un point de vue technique, chaque Vault CyberArk fonctionne comme un silo indépendant, avec sa propre base de données, ses propres politiques et ses propres mécaniques d'authentification. Lorsqu'un administrateur doit rechercher un compte spécifique, il doit se connecter aujourd'hui à chaque Vault individuellement, ce qui multiplie les risques d'erreur et le temps nécessaire pour les opérations quotidiennes. D'accord. Et au-delà de cette complexité multivolt, j'imagine que la conformité, les audits, tout ça, ça représente aussi un défi important. Hem, Comment les organisations, gèrent cette dimension aujourd'hui? Effectivement, c'est un autre défi majeur. Tout ce qui est automatisation, des audits et des contrôles. Donc, dans le cadre des certifications comme ISAE 3402, ISO 9001, les organisations doivent produire régulièrement des rapports de connexion et des états des lieux des droits. Ces Mmh. rapports doivent démontrer la conformité des contrôles sur une période de plusieurs mois, voire des fois des années. Techniquement, l'API CyberArk permet d'extraire quelques données, mais présente des limitations importantes. Et les performances ne sont pas souvent au rendez-vous. Toute la partie rapport, par exemple, n'est pas disponible en API. Donc, extraire simplement la liste d'utilisateurs peut prendre plusieurs heures par API en fonction des environnements et des fois impossible, comme le cas d'export de tous les groupes. En plus, certaines informations critiques, comme l'historique complet des modifications de droit, ne sont pas directement accessibles par l'API. D'accord, et une fois que les rapports sont générés, en fait, comment on s'assure que l'environnement reste conforme dans la durée? Effectivement, c'est le défi suivant, c'est le maintien d'un taux de compliance qui reste élevé. Donc, les organisations, souvent, s'engagent à fournir des mots de passe qui ne sont pas expirés avec une rotation régulière. Mmh. Selon les bonnes pratiques CyberArk, cette rotation automatique contribue à renforcer la sécurité tout en éliminant tout ce qui est processus manuel. Donc, c'est un vrai engagement de service, cette rotation de mots de passe. Sur le plan technique, le CPM du CyberArk est responsable de la rotation, mais il y a souvent quelques échecs pour différentes raisons: changement de configuration réseau, modification des politiques de sécurité sur le serveur, problème d'identification, et j'en passe. En conséquence, la rotation se désactive.
C'est précisément là qu'un plan de rémédiation devient indispensable pour maintenir ce contrôle et garantir ce taux de compliance élevé en permanence. Sans un système de surveillance et de rémédiation, les échecs s'accumulent et le taux de conformité se dégrade rapidement. Dans les grands environnements, il n'est pas rare de voir régulièrement des taux d'échec de rotation sans processus de rémédiation automatisé. D'accord. Et ces défis, en fait, donc là, ça concerne principalement, on va dire, la gestion quotidienne. Et qu'en est-il, du cycle de vie complète des comptes? Alors là, tu touches le dernier point qu'on voulait évoquer aujourd'hui, la gestion du cycle de vie des comptes à grande échelle. Donc Mmh. l'ajout de nouveaux comptes doit respecter des normes strictes pour garantir la qualité des données. Le décommissionnement est souvent négligé par manque de temps ou de processus clairement définis. C'est particulièrement problématique, euh, c'est que sans automatisation, le décommissionnement n'est généralement pas réalisé ou seulement partiellement. Ça devient extrêmement difficile du coup de retrouver les comptes inutilisés, notamment à cause d'homonymes ou de comptes similaires. La normalisation des données est donc essentielle pour maintenir la qualité de l'inventaire et assurer des décommissionnements efficaces. D'un point de vue technique, CyberArk stocke les comptes avec plusieurs attributs potentiels, dont beaucoup sont essentiels pour les fonctionnalités avancées comme la réconciliation automatique ou la gestion des dépendances. Mais sans un processus d'onboarding normalisé, ces attributs sont souvent incomplets, incorrects, qui va entraîner des dysfonctionnements dans le processus automatisé. Par exemple, un attribut adresse mal renseigné empêchera le CPM de se connecter sur le système cible pour effectuer la fameuse rotation de mot de passe. Merci pour ces éclairages, Antoine. Je me tourne maintenant vers l'audience. J'aimerais vous proposer un premier sondage pour mieux comprendre les défis que vous rencontrez, vous, aujourd'hui, sur votre programme PAM. Donc je vais lancer une voilà, je vais lancer il y aura un petit sondage qui apparaît sur l'écran. Voilà. Et donc est-ce qu'on a déjà au niveau des réponses? OK, super. Hem, D'accord. Donc on va attendre quelques temps que tout le monde réponde. Hop. Alors déjà, ce qui s'annonce, il y a trop d'activités manuelles. Apparemment, c'est ce qui arrive en top position. C'est assez intéressant. Ah oui, ouais, c'est vraiment ces points-là. Donc, trop d'actions manuelles, difficulté à faire adopter le PAM par les équipes techniques. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on voit quasiment partout. ouais, c'est super Euh, intéressant. voilà, manque de ressources expertes, effectivement, c'est un point intéressant. On va revenir justement sur la fin. Et un peu moins le manque de visibilité. Ok, super. Donc, Mais ça tombe bien parce qu'on va précisément, parler des solutions maintenant. Donc on se rend compte que ces défis sont considérables et parlons donc maintenant des solutions. Comment on peut optimiser le cycle de vie des comptes privilégiés, tout en garantissant, un niveau d'audit, optimal, Antoine? alors effectivement, l'optimisation du cycle de vie passe par plusieurs étapes clés. Euh, Une des premières, c'est un process d'onboarding qui est structuré. Donc l'ajout Mmh. manuel de compte est à proscrire. On en a déjà parlé dans un environnement complexe. Un processus d'onboarding normalisé et automatisé garantit que chaque compte possède toutes les propriétés indispensables. Ça implique souvent l'utilisation des API CyberArk avec des modèles prédéfinis comme des templates pour chaque type de compte. Donc ces templates doivent non seulement inclure les attributs de base, utilisateur, mot de passe, mais aussi tout ce qui est les métadonnées essentielles comme par exemple le propriétaire métier du compte, la date d'expiration, le système associé, les politiques de rotation applicables et surtout un lien vers la CMDB et la référentielle de tous les serveurs. Donc l'automatisation via API permet également d'implémenter des contrôles de validation pour s'assurer que les champs obligatoires sont correctement renseignés avant l'ajout d'un compte. On retrouve souvent des scripts custom pour gérer ce processus d'onboarding. De ton expérience, est-ce que ça fonctionne? Effectivement, l'ajout de compte est souvent réalisé par script. Malheureusement, on a très souvent des soucis de maintenance. Plus personne, au bout d'un certain temps, ne sait exactement comment il fonctionne réellement. On trouve aussi souvent des problèmes de performance ou un problème de suivi et de dashboard. Si les scripts sont en erreur, on va des fois manquer d'alerte. Mais ça reste aujourd'hui une des solutions viables.
Sur le long terme, on est dépendant aussi d'un développeur qui peuvent des fois changer de mission et ne pourront plus suivre ce qui a été développé. Et en dernier, le développeur est souvent pris comme membre de l'équipe PAM, mais il n'a pas forcément de formation spécifique de développement. D'accord, et une fois, les comptes, créés correctement, comment on s'assure qu'ils restent conformes aux politiques de sécurité? Donc là, c'est là qu'il faut rajouter des contrôles continus sur l'utilisation des comptes. La mise en place de rapports d'anomalies va permettre d'identifier rapidement des problèmes comme des adresses incorrectes ou des ACL manquantes. Ces contrôles impliquent que les requêtes régulières soient faites sur la base de CyberArk pour identifier ces fameux écarts par rapport aux standards définis. Par exemple, on peut détecter des comptes qui n'ont pas de propriétaire assigné dans le coffre, ceux dont des adresses ne correspondent plus à une entrée valable dans la CMDB, ou ceux qui ont des droits d'accès incohérents par rapport à leur classification. Ces contrôles doivent être exécutés régulièrement et les résultats doivent être consolidés dans un tableau de bord accessible aux équipes de sécurité ou métiers. Et Antoine, lorsque les contrôles, lorsqu'on identifie des problèmes lors des contrôles, comment on peut les résoudre de manière efficace? Alors, c'est tout l'enjeu de l'automatisation des actions de correction. Quelques exemples. Le décommissionnement des comptes inactifs. On l'a évoqué tout à l'heure. Des actions en masse sur un panel de comptes. Changement d'un serveur, rajout d'une propriété, ou tout ce qui est suppression automatique des utilisateurs qui ne sont pas connectés depuis 3 mois. Donc, notamment pour sauvegarder des licences CyberArk. Mmh. Donc, la remédiation implique l'utilisation combinée de la l'API de CyberArk et des commandes sur des systèmes pour effectuer des actions correctives. Pour les comptes inactifs, un workflow peut être mis en place pour notifier le propriétaire, désactiver et finalement supprimer le compte après les périodes définies sans utilisation. Ce ne sont que des exemples. Excellent, excellent Antoine. Parlons maintenant de la fin du cycle de vie en fait. Comment gèrent tes clients? Comment ils gèrent le décommissionnement des comptes? C'est effectivement souvent le maillon faible, en fait, de la gestion efficace du décommissionnement. C'est là qu'intervient l'intégration avec une CMDB qui permet d'identifier les systèmes décommissionnés et de planifier la suppression des comptes associés. C'est une approche plutôt proactive qui va éviter l'accumulation des comptes obsolètes. Mmh. Cette Mmh. intégration va nécessiter la mise en place d'une synchronisation régulière entre la CMDB et tout ce qui est compte dans CyberArk. Ça va être on va pouvoir réaliser à travers de connecteurs ou des API dédiés. Et lorsqu'un système est marqué comme décommissionné dans la CMDB, un workflow automatique doit être déclenché pour identifier tous les comptes associés dans CyberArk, les désactiver pendant une période de sécurité et les supprimer définitivement après une validation potentielle. Ce process doit inclure des mécanismes de sauvegarde pour permettre une restauration en cas d'erreur. Mmh. Dans un Mmh. environnement complexe, et notamment multi-vault, ça va impliquer d'agréger les informations de tous les vaults et de les enrichir avec des métadonnées contextuelles, de CMDB notamment. Donc les tableaux de bord doivent être construits avec des outils comme justement Animation Protect et avec des vues spécifiques pour chaque profil d'utilisateur. Merci Antoine. Heu, Est-ce qu'on peut parler maintenant plus spécifiquement de bonnes pratiques pour, répondre aux exigences d'audit? C'est un sujet important. Hem, mais avant cela, en fait, j'aimerais vous poser une autre question sur vos pratiques actuelles. Donc, je lance, le petit sondage qui s'affichera ici, sur le processus de revue de compte. Alors ça, c'est pas Voilà, mal parce que c'est bien de... Voilà, comme on disait, hein, il y en a souvent beaucoup qui sont faites, mais partiellement. D'ailleurs, c'est ce que montre le sondage, hein. Là, il y a plus de 65% des gens qui avouent que c'est partiel ouais, et quelques-uns quand même qui disent qu'il n'y a pas de revue après. pas Euh, du tout, oui, ouais, Ouais, donc, heu, donc voilà, quand même globalement, on voit que plus de 60 des personnes connectées ici, revoient les comptes partiellement. d'accord. Mais merci pour vos réponses, hein, à tous. Et Antoine, une autre question, quelles sont les bonnes pratiques pour répondre, efficacement aux exigences d'audit dans un environnement CyberArk?
Alors effectivement, les audits dans les cas des normes comme ISAE 3402, ISO 9001 va obliger à avoir une approche structurée et donc de mettre en place des indicateurs clés de compliance. Donc l'âge de rotation des mots de passe, la vérification des droits dans les coffres et le contrôle des bypass sont des indicateurs qui vont être essentiels pour les auditeurs. Les indicateurs doivent être calculés à partir de données brutes extraites de CyberArk. Par exemple, pour l'âge de rotation des mots de passe, il va falloir analyser les champs de chaque compte en tenant compte des politiques de rotation définies par plateforme. Pour les droits des coffres, il va falloir extraire tout ce qui est autorisation ACL de chaque coffre et les comparer avec le modèle de base et les rôles et responsabilités définis. Tout ce qui est bypass, il va falloir surveiller les journaux d'événements CyberArk à la recherche d'opérations de contournement et des politiques de sécurité via notamment le PTA ou d'autres outils tiers. Comment on peut automatiser la production des rapports d'audit, pour gagner en efficacité? C'est effectivement un point important, c'est tout ce qui est l'automatisation. Ces rapports sont chronophages. La création de rapports automatisés par email ou Mmh, autre, mmh. ou tableau de bord par exemple, permet de démontrer la conformité aux auditeurs. La partie rapport dans PWA est trop incomplète. C'est là que justement Protect va pouvoir apporter une flexibilité pour répondre aux demandes et parfois pointues des auditeurs. Et au-delà des rapports, périodiques, comment, est-ce qu'on peut démontrer que la surveillance est vraiment continue? Mais c'est là l'importance des preuves de contrôle quotidien. Le tableau de bord matinal d'état de santé du Vault constitue une preuve tangible de la vigilance de toutes les équipes PAM. Ce tableau de bord doit intégrer des données provenant de toutes les sources, journaux système CyberArk, pour performance, disponibilité, journaux d'audit pour les activités utilisateurs et résultats de contrôle automatisés et des anomalies détectées. Donc ces données doivent être collectées pendant la nuit, par exemple, et consolidées dans un rapport prêt à consulter dès le début de la journée. Ce tableau de bord doit aussi inclure des indicateurs visuels clairs, type feu rouge par exemple, pour permettre une identification rapide de tous les problèmes potentiels. Et justement, le deuxième point, c'est tout ce qui est recertification des accès. La Mmh. revue des droits nécessaires positionnés dans les coffres est une pratique essentielle. Aujourd'hui, CyberArk ne possède pas de fonctionnalité qui permettent de faire cette vérification. Donc le but, c'est vraiment de le confronter au modèle de droit. Cette recertification va impliquer l'extraction, comme on disait, de toutes les données des ACL pour les transformer à un format compréhensible et simplifié pour les responsables métiers, afin ensuite de pouvoir faire et mettre en place un workflow de validation. Il doit permettre aux approbateurs de Mmh mh. confirmer, Mmh. modifier ou même révoquer les droits d'accès. Mmh. Donc les modifications prouvées doivent ensuite être réappliquées dans CyberArk, encore une fois par l'API. C'est très clair, Antoine. Comment après, on peut rassurer les auditeurs sur, bon, c'est toujours la question, hein, sur la validité des preuves, qu'on a fournies? Ben là, on va parler d'accessibilité des données d'audit, en fait. Mmh. Il faut, à mon sens, donner accessible la plateforme d'audit aux auditeurs. Le fait d'avoir un outil dédié et non pas juste un simple script à la demande des auditeurs va rassurer l'utilisateur sur la validité des preuves fournies. Les enregistrements de sessions stockés de manière sécurisée et centralisée facilitent l'audit et la conformité. Donc ça implique la mise en place d'un système de stockage sécurisé pour tout ce qui est preuve d'audit et Mmh. avec de mécanismes de contrôle d'intégrité pour garantir que les données n'ont pas été altérées. Ouais, exactement. Et plus spécifiquement, je propose de parler un peu d'Inhibition Protect. Comment, notre solution transforme la gestion ou ta gestion quotidienne de CyberArk? Effectivement, Protect va apporter une valeur ajoutée considérable à plusieurs niveaux. Donc les premiers, qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui est automatisation, de tout ce qui est tâches répétitives. Mmh. Donc Ignition Protect va permettre d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, comme certaines parties du run et de l'audit. Ça permet à mon sens d'avoir des équipes qui sont plus impliquées, car elles sont concentrées sur des tâches qui vont être plus complexes ou de projet. Et on sait tous, on l'a vu dans le sondage juste au-dessus, que les profils techniques sont assez difficiles à trouver. Donc Protect va utiliser l'API REST de CyberArk et les connecteurs spécifiques pour automatiser ces tâches.
Par exemple, pour la génération des rapports, Protect peut extraire les données de plusieurs volts en parallèle, appliquer des transformations complexes nécessaires à l'exploitation du volt. Mmh. Et comment une Mission Protect améliore la production des rapports? Bah, effectivement, c'est là un autre point fort, c'est l'accès aux des rapports avancés. Donc, Protect offre une vue globale des éléments sous contrôle et des vues déléguées par équipe, groupe ou périmètre. Il utilise un modèle de données qui permet de segmenter les informations selon différentes dimensions, l'organisationnel, équipe, département, technique, type de système, environnement ou Mmh. fonctionnel, criticité, classification de données. Cette segmentation va permettre de générer des rapports ciblés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque partie prenante, des équipes professionnelles jusqu'aux auditeurs externes. Et comment, Inhibition Protect aide à maintenir la conformité dans la durée, en fait, dans le temps? Alors ça, c'est une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on peut appeler les workflows de rémédiation automatisée. Donc Protect permet d'implémenter les workflows automatisés. Cette fonctionnalité a d'ailleurs été développée dans le cadre d'une collaboration qu'on a eue avec Anymission et d'autres clients dont on a fait partie avec Oxia en tant que design partner. On y reviendra en conclusion. Mais justement, ce module de rémédiation Protect est basé sur un moteur de règles configurable qui va pouvoir détecter des conditions spécifiques et déclencher des actions, une ou plusieurs actions correctives appropriées. Par exemple, si un compte n'a pas de rotation de mot de passe réussi pendant plus de 30 jours, Protect va pouvoir automatiquement analyser la cause de l'échec en fonction de l'erreur, comme on a vu au-dessus, hein, problème de connectivité, identifiant incorrect, et tenter une correction automatisée selon Mmh. les règles définies et appliquées. Et si Mmh mh. nécessaire, escalader le problème à l'équipe appropriée avec les informations contextuelles de correction. Et Antoine, dans les grands environnements, le onboarding des comptes est souvent complexe, hein. Comment Inhibition Protect facilite cette gestion d'onboarding? Alors, d'onboarding, voilà, et donc ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Boarding Order. Il permet d'industrialiser les comptes dans CyberArk tout en standardisant le process d'onboarding. Donc, les interfaces de Protect permettent aux utilisateurs non techniques de soumettre correctement les demandes d'intégration des comptes, ce qui va accélérer le déploiement de CyberArk dans l'organisation. Ce qui est puissant, c'est que chaque boarding order déclenche ensuite une série d'actions automatisées. Ça va de la création des comptes dans CyberArk, la mise en place de la rotation, la notification et voilà. Cette automatisation va éliminer tout ce Mmh. qui est erreur manuelle et va garantir une application cohérente des politiques de sécurité. Mmh. Donc, ce système permet également d'avoir un historique complet des demandes, ce qui va faciliter les audits et la conformité. Donc, ces boarding orders peuvent être initiés manuellement via l'interface utilisateur ou on va pouvoir les appeler par des API directement à Protect, ce qui va permettre une intégration avec d'autres systèmes comme des solutions ITSM. Voilà. Et dernier point, et pas des moindres, pour les gros environnements, avoir une gestion multi-volt. Donc, on va pouvoir avoir une interface Oui. unifiée et un point d'entrée unique qui va simplifier en fait l'appel à l'extérieur et la gestion quotidienne des environnements complexes. Antoine, merci beaucoup pour ces éclairages. Comment cela, contribue en fait à la qualité globale, de l'environnement CyberArk dans ton expérience? Alors justement, c'est l'effet combiné de toutes les fonctionnalités qui va améliorer ça. Donc déjà, l'amélioration de la qualité des données. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc onboarding, recertification, rémédiation, améliore la qualité des données et va réduire le nombre d'incidents. Mmh. Et Protect, on va pouvoir implémenter ces contrôles de qualité à plusieurs niveaux. Donc l'onboarding, s'assurer que tous les attributs nécessaires sont correctement renseignés et pendant le CDV pour détecter et corriger les anomalies. Les contrôles de qualité, basés sur des règles configurables, peuvent être adaptés aux exigences spécifiques de chaque organe. Et enfin, la rémédiation automatique va permettre d'identifier et de corriger proactivement les problèmes avant qu'ils n'impactent l'utilisateur ou génèrent des alertes de sécurité ou des incidents. Merci, pardon. Merci Antoine. Comment, Inhibition accompagne tes clients? Alors effectivement, l'adaptation continue aux besoins du client. On a parlé rapidement du design partner qui permet d'adapter la solution aux besoins réels des clients. Donc, tout ce qui est rémédiation, c'était vraiment un besoin des clients, comme
comme ce qu'on a vu. C'est le Ça co-développement, per ouais. Voilà, ça permet vraiment de prioriser le développement en fonction des besoins utilisateurs et on s'assure que la solution évolue en phase avec les exigences, de chacun. Merci Antoine, merci beaucoup pour ces explications, détaillées et ton expertise. Avec plaisir. Passons maintenant à la démonstration de Protec en action, avec Olivier. Super, merci Antoine, merci Paul. Alors je vais partager mon écran tout de suite. Tac, 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 tac. OK, parfait. Donc, alors ce qu'on on parlait du Design Partner Programme, donc c'est vrai que c'est un point important, on en fait, assez régulièrement chaque année. Et là, je vais vous présenter donc, la dernière version où on a beaucoup retravaillé aussi sur l'UX UI et c'est lié aussi à des retours nos clients et à un certain nombre d'interviews qu'on a pu faire ensemble. Et donc, je vais, vous montrer un petit peu ces fonctionnalités. Donc, pour ce qui est, du premier point dont on a parlé tout à l'heure, qui était cette notion de gouvernance, cette notion de capacité, de fournir la preuve, à l'audit et aussi du respect de la compliance. On a une section qui s'appelle la gouvernance, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et puis tout à l'heure, on ira sur le provisioning et on ira enfin sur la partie opération et entre autres les aspects de remédiation. Si je vais sur la gouvernance, on a un ensemble de rapports et je vais vous montrer un premier rapport qui s'appelle le PAM Tenantel Check. Ces rapports standards, en fait, sont automatiquement, remplis dès qu'on connecte un Vault. Donc, je parle d'un Vault ou de plusieurs Vaults. Par exemple, ici, ce rapport qui est sur un état de santé du Vault, il va être, multi-Vault. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir soit faire un focus sur un Vault en particulier ou avoir une vision totalement globalisée de l'ensemble des problèmes que je peux rencontrer sur mon périmètre. L'autre point important, on en a parlé tout à l'heure de métadonnées, d'enrichissement, et au moment des collectes des données, finalement, on va aussi faire de l'enrichissement et on va donner la capacité à faire de la classification. Alors, on appelle ça des business services. Ça peut, pourquoi business service? Parce que ça peut être, une application, ça peut être, un périmètre, lié à de la compliance, ça peut être une équipe. On fait un petit peu ce que l'on veut et l'avantage de tout ça, c'est que ça va permettre de filtrer toutes mes données qui sont, dans le portail sur ces périmètres. On donne aussi cette capacité d'attribuer des «propriétaires» entre guillemets de périmètres qui ne verront lorsqu'ils se connectent sur Protect que leur périmètre. Donc plutôt une orientation, périmètre métier. Dans l'ensemble de nos rapports, ce qui est important, c'est qu'on a la donnée détaillée. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle du drill down, mais aussi on garde un historique, hein, pour suivre les évolutions de ces erreurs, par exemple, et on va pouvoir faire du drill down, c'est-à-dire descendre dans le détail. Si je prends par exemple ici, j'ai un petit exemple d'indicateur, quand je descends dans le détail, je vais avoir la liste de tous ces comptes qui potentiellement ont un problème. Et quand je vais cliquer, je peux même aller un peu plus loin dans le détail, quand je vais cliquer ici sur le compte, je vais avoir sa fiche descriptive qui va me donner un certain nombre d'informations assez générales, son statut CPM, et cetera, mais surtout va me donner une vision 360. C'est-à-dire que sur un compte, et ça c'est valide sur tous les inventaires, sur un compte, je vais être capable de dire, alors quels sont les groupes qui ont accès à ce compte, et aussi, quels sont les users par héritage qui ont accès à ce compte. Soit au travers d'un groupe, soit au travers de manière nominative, ce qui est pas forcément des choses à faire, mais on peut voir ici qu'il y a des utilisateurs qui sont déclarés directement sur le safe de manière nominative pour accéder à ce compte. Donc je vais vraiment avoir cette vision 360. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que on va donner accès à tous ces inventaires et tout à l'heure on parlait des notions de groupe. Eh bien, on va être en capacité sur tous nos écrans de détail de faire des exports. Donc ici, je vais pouvoir exporter ces informations, les fournir à un auditeur ou les utiliser, pour faire des reportings dans une autre solution, par exemple. Donc si je reviens à la gouvernance, un autre, élément qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le usage. Donc on a un rapport de gouvernance sur l'utilisation du Vault. Alors on parlait du bypass par exemple tout à l'heure et aussi ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cette notion de compliance. Alors ici, je suis dans un environnement de démo, j'ai assez peu de mots de passe, compliant, mais je vais pouvoir aussi, voir, que ici j'ai des passwords qui vont bientôt
paierai. Et bien sûr, toujours le même principe, j'ai du drill down sur l'ensemble de mes documents pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière ces indicateurs. Un autre tableau de bord qui peut être aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle le usage en termes de licence, puisque c'est un point important quand même, de suivre un petit peu la consommation. Donc, suite consommation et cross-volt, donc je vois l'ensemble de mes volts. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir si j'ai des utilisateurs qui consomment des licences, mais qui ne se sont jamais connectés. Donc peut-être qu'il y a 2 problèmes, soit ils font du bypass, soit, c'est pas utile pour eux et donc ça sert à rien de consommer des licences. Donc de la même manière, en cliquant dessus, je vais avoir le détail des utilisateurs, mais par la suite, comme j'ai cette information qu'ils ne se sont jamais connectés, je vais être capable de faire un plan de remédiation, par exemple, tous les mois, d'aller supprimer ces utilisateurs qui ne se connectent jamais et ainsi gagner un petit peu des licences. Un point important pour la compliance, ce qu'on appelle les business services qu'on a vu tout à l'heure, mais on va faire plus que ça. C'est-à-dire qu'on va donner la capacité à créer des business services de différents types, hein. Ça peut être des entités, des clients, des applications. Et en fait, l'idée, c'est de scoper les éléments du Vault, qui sont les groupes, les utilisateurs, les coffres, etc. Et une fois qu'on a scopé, on va être capable de calculer ce qu'on appelle des key risk indicators. C'est-à-dire, on va nous livrer un certain nombre d'indicateurs de risque en standard, sachant que par paramétrage, on peut aussi rajouter pour chacun de nos clients leur propre KRI. L'idée, c'est quoi? C'est de ramener une valeur d'un indicateur à un score. Et donc ici, on voit par exemple, j'ai créé un business service qui est plutôt orienté sur une norme, sur une norme bancaire, et je vais pouvoir aller consulter sur ce périmètre qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je vois que j'ai un ensemble d'indicateurs qui sont avec un risque critique et potentiellement, on parlait tout à l'heure des CPM erreurs. On voit j'ai 41% de mon périmètre qui est avec des CPM erreurs et j'ai calculé un risque score de 4. Tout ça est paramétrable, bien sûr. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ces calculs sur ces différents indicateurs, je suis tout à fait capable d'agréger tous ces scores pour vous donner une vision globale. C'est ce qu'on va retrouver ici dans ce qu'on appelle un risque score dashboard qui peut être fourni au management ou aux auditeurs pour montrer qu'on pilote son risque. Et là, je vais agréger sur l'ensemble de mes business services, je vais avoir une vision globale par famille. Ces familles sont aussi paramétrables pour se caler sur une norme, puisqu'on peut avoir des compliances ou des normes différentes dans chacun de nos contextes. Et on va pouvoir créer ces différentes familles. Et bien sûr, de manière assez simple, après, moi, je peux descendre dans le détail. Par exemple, sur la policy compliance, je vais retrouver l'ensemble des indicateurs qui ont été affectés dans cette famille et éventuellement avoir une description ou des étapes de remédiation. Donc ça, c'est pour ces aspects de compliance. Maintenant, ce qui est important aussi, on a vu que c'est la notion d'automatisation et de standardisation, puisque ça aide à la compliance. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Antoine tout à l'heure. Et donc, je vais juste vous présenter rapidement ce petit exemple de, d'onboarding. En fait, on va être capable de définir par paramétrage, hein, c'est pas, il y a pas de code. On définit ce qu'on appelle des workflows et ces workflows vont avoir des attributs en entrée. Et ces attributs, c'est le minimum qu'on va demander soit à un utilisateur humain, soit à en publication API, les informations minimales qu'on a besoin pour lancer le workflow. Ensuite, ce workflow, on va pouvoir mettre ce que l'on veut en termes d'action et dérouler automatiquement ces actions. Alors, je vais créer juste un petit, pour l'exemple, pardon, excusez-moi, je vais créer un petit exemple tout simple. Voilà. Donc, je vais créer un exemple sur un type de boarding que, voilà, c'est tout à fait paramétrage. Je vais prendre par exemple cet exemple-là, test webinar, je vais l'appeler. Donc là, je suis utilisateur final, je fais une demande, mais ça peut être une API aussi, hein. Donc là, maintenant j'ai créé démarrer mon workflow, je vais pouvoir dire quel produit, quel article je souhaite onboarder. Donc ici, on va pouvoir mettre ce que l'on veut, hein, en termes d'attributs. Là, dans mon exemple, j'ai demandé au client final de spécifier son environnement, de spécifier son application, de donner sa région, de donner la technologie qu'il souhaite onboarder, et puis un type, on va au complet ou simple, peu importe. C'est des éléments tout à fait variables. Je vais demander une seule ligne, mais je peux faire de l'import Excel si je veux importer 10 produits dans cette demande. Cette demande est soumise à workflow, hein, avec des gestions de droits. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que
Ici, on voit que ma demande, parce que je l'ai définie dans mes paramétrages, va créer un ensemble d'éléments dans le Vault en respectant une des conventions de nommage. Donc ça, c'est automatique. Donc ça veut dire qu'il y a plus de risque d'erreur et tout est centralisé et standardisé en termes d'onboarding et ça simplifie, bien sûr, ensuite, l'exploitation. Donc ça, on peut le faire pour beaucoup de choses en termes de provisioning et ce qu'on va voir, c'est que pour les aspects de remédiation, on va finalement réutiliser ces workflows. L'idée, c'est quoi? C'est que comme je peux créer autant de workflows, de types de workflows que je souhaite, je pourrais tout à fait, on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, créer un workflow de delete des users et ce workflow l'utiliser dans mon plan de remédiation. C'est ce qu'on va retrouver ici sur mes plans de remédiation. Donc, j'ai fait quelques exemples, hein. Donc là, on peut imaginer créer un plan de remédiation qui va enlever les utilisateurs inactifs. Donc, ça porte sur les utilisateurs. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah, je vais l'associer à mon workflow de delete, de user delete. Je vais définir un scope. Je vais dire, ben, tu vas tourner de manière régulière en prenant tous ceux, par exemple, qui ne sont pas connectés. J'ai mis une date en dur depuis 2022. Il me liste ici ce qu'il a pu identifier. Et puis, je vais ensuite le planifier. Je vais lui dire ben, de s'exécuter tous les mois, par exemple. Et là, on va pouvoir suivre l'avancement du process. Donc, il va tourner tous les mois, mettre à jour son périmètre, lancer le workflow pour ce périmètre associé, et on va voir les actions se dépiler. Donc, ce qui est puissant avec le plan de remédiation, et merci au design partner, hein, c'est comme ça qu'on l'a créé, c'est qu'on va pouvoir faire plein d'autres choses. On va pouvoir, par exemple, on parlait tout à l'heure de lancer des plans de remédiation automatiques sur les CPM. L'idée étant, au moment de la collecte, on va être capable de faire des classifications des erreurs CPM et associé à ces erreurs CPM, bien sûr, alors là j'ai fait un workflow assez simple, on peut associer un workflow. C'est-à-dire que je qualifie mes erreurs CPM et je peux lancer des workflows différents. Des workflows qui peuvent par exemple créer un ticket dans un système ITSM de gestion de tickets pour qu'une autre équipe résolve le problème. Ou ça peut être une simple, dans ce cas-là, lancement d'une d'une action CPM. Et donc, de la même manière, j'ai défini mon scope, toujours le même principe. J'ai défini mon scope qui va dire tous ceux qui ont un type de famille timeout en termes d'erreur. Et derrière, je l'ai planifié. En ce moment, elle est en train de tourner. Et surtout, ce qui est important, c'est que je vais être capable de suivre l'exécution. Donc, je vois les objets et je vois si la remédiation a fonctionné ou pas, puisqu'ils vont on va garder un historique, mais ils vont toujours être consultables en termes d'activité. On va pouvoir voir en temps réel l'activité qui a eu lieu sur ce compte et, et voir si ce plan de remédiation est, est efficace. Voilà, brièvement pour cette petite démo. Je, je te rends la main, Paul. Oui, merci Olivier, c'était juste le temps de réactiver le micro. Merci pour cet aperçu des fonctionnalités de Protec, hein. Et pour conclure, Antoine, quels sont, pour toi, les points clés à retenir, de notre échange? Effectivement, donc on va retenir 3 points particulièrement. L'importance d'une approche structurée de l'audit. Donc une approche méthodique et structurée de l'audit est essentielle pour maintenir un niveau élevé de sécurité et de conformité. Deuxième point, ça va être le rôle clé de l'automatisation. Donc l'automatisation est au cœur d'une gestion efficace des comptes privilèges. Elle va permettre non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire tout ce qui est erreur humaine. Et enfin, une plateforme évolutive et un éditeur qui est à l'écoute. Inimation est devenu un outil indispensable au quotidien pour les clients que j'accompagne. Le fait que vous vous attachiez à faire évoluer Protec en fonction des besoins réels, à nos besoins réels, c'est un élément très important et différenciant à ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde CyberArk, malheureusement. Merci Antoine. Donc nous allons bientôt clôturer le webinaire, mais il y aura encore des questions, qu'on va regarder tout à l'heure et avant ça, j'aimerais lancer une dernière sondage. Voilà, je trouve le sondage et je l'active. Normalement, ça apparaît sur votre écran sur comment vous souhaiterez, poursuivre le parcours PAM avec nous. Voilà. Donc j'ai lancé le sondage.
Et peut-être c'est le moment, maintenant en fait, de remercier déjà tous les participants et voilà de poser, il s'est vu qu'il y avait déjà quelques questions, mais de poser vos questions, si vous en avez d'autres dans le chat et on va prendre quelques minutes pour les répondre, avec Antoine. Mmh. J'en ai répondu une ou 2 en texte. Mmh. Alors, je vois qu'il y a une question de Julien pour Shadowacti. Donc effectivement, une emission dans Protect va avoir toutes les logs PSLM, et tout ce qui est retrieve de mots de passe. Donc on va pouvoir avoir en fait les confronter aux logs de connexion, sur le système. Donc voilà, donc on va pouvoir filtrer, par, tous les champs possibles, hein, adresse, utilisateur, pour essayer justement d'extraire des, tout ce qui est contournement de la solution. Après, on n'en a pas parlé, mais une autre solution aussi, c'est de couper les flux réseau, pour être sûr que personne, puisse y accéder au serveur, même s'il a récupéré un mot de passe, ou un compte, on va dire de manière un peu non autorisée. OK, merci Antoine. Je vois que tu as aussi répondu, aux autres questions. Est-ce que tu voudrais peut-être encore, commenter, tu as répondu dans le chat, mais peut-être tu voudrais encore, Ouais. donner un dernier commentaire sur ce point-là? Bah, la question sur l'intégration de Protect sur le pCloud, donc c'est possible. Peut-être qu'Olivier, tu veux rajouter un peu de commentaires? Mais effectivement, il n'y a pas que l'API, hein, il va aussi collecter, d'autres données qui viennent, donc du SIEM, du syslog, du Vault, pour avoir les données complémentaires qui manquent, aujourd'hui via l'API. Mmh, tout à fait. En fait, dans le contexte Privilege Cloud, de toute façon, il y a que l'API qui est disponible, c'est vrai et surtout maintenant dans la dernière version, maintenant il y a quelque chose qui est disponible qui s'appelle l'Audit Services. Donc on n'a plus besoin de la SIEM. On a vraiment l'ensemble des événements, qui se soit sur Identity ou sur Privilege Cloud, qui sur sur la partie, Vault pure, tous ces événements se divorcent dans Audit Services et nous, on va dans la prochaine version qui sort en juillet, collecter l'ensemble de ces événements, enfin ceux qui nous intéressent, depuis Audit Services. Donc il y a même plus besoin de SIEM et on arrive avec, ce principe à collecter l'ensemble des informations dont on a besoin. OK, merci. Merci Olivier pour ces précisions. Donc, on remercie tous les participants. Merci d'avoir suivi ce webinaire et gardons les contacts pour, peut-être répondre plus en détail, sur certaines, questions, ou, challenges ou interrogations. Hem, voilà, on va fermer. Merci tout le monde. Très bonne journée. Merci à vous. Merci Merci, d'avoir participé. merci, au revoir. Au revoir.